Ici le Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks, épisode 3, et c'est déjà ton épisode préféré, SO Mehdi Maizi. Tu viens de tomber sur un concept authentique, une parenthèse dans la vie des jeunes créatifs de Montpellier, les rookies du hip-hop, de la photo, des arts et des médias du Sud. J'ai créé cet espace dans l'espoir de donner une voix aux charbonneurs de notre génération, à ceux qui s'expriment au travers de leur art, et à ceux qui décident de devenir leur propre patron. Je suis trop contente de vous retrouver. La semaine dernière, on était avec Anaïs, alias Détour 6, et aujourd'hui, c'est le tour du shop seconde main haut de gamme Ayoun Store. Et si vous ne savez pas ce que c'est ni où ça se trouve, vous n'allez pas tarder à le découvrir. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Johanna. Johanna, comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va bien, merci. Ça dit quoi en ce moment ? Ça va, ça se passe bien. Un petit peu fatiguée en ce moment, mais tout se passe bien, on développe la friperie et c'est parfait. C'est génial. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi, de m'accorder un peu de ton temps. Aujourd'hui, on est là pour découvrir un peu ton univers, ton magasin notamment, et plus précisément pour découvrir le concept de ton shop et tes projets à venir. On va parler un peu de ce qui t'a amené à la création d'entreprise, de la sélection de vêtements et plus précisément de ce qui va bientôt arriver dans le shop. On en parlera un peu après. Tu vas pouvoir nous parler de ton activité, surtout des spécificités. Tu vas pouvoir nous parler de ton activité et surtout des spécificités de lancer son business comme tu l'as fait, et parce que c'est une démarche que je salue quand on est jeune et parfois sans expérience. Ça va être le moment de l'affiche, donc je vais essayer de te décrire au travers de ce que moi j'ai pu découvrir, surtout via Instagram honnêtement. Donc ton Instagram à toi c'est @ayoun_store pour ceux qui sont curieux. Il semble être actif depuis octobre 2021, de ce que j'ai vu. En tout cas, c'est la dernière publication. Et il est rempli de publications qui mettent en avant les pièces que tu chines, en plus de quelques formats vidéo, type Reels ou TikTok, où pareil, tu mets en avant des concepts type les tenues entières qu'on peut faire chez Ayoun Store, tes nouvelles pièces, etc. Tout est sélectionné par tes soins et sur ton temps, malgré l'énergie que ça demande. Et le 13 septembre, tu parles de ta réouverture et je te cite, tu te félicites de ne pas avoir abandonné. C'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on aborde après. Tu travailles donc seule avec un petit nouveau dans ta vie, ton fils qui a quelques mois. Donc en bref, t'as un parcours que je trouve assez admirable. Maintenant que je viens de te présenter alors qu'on ne se connaît presque pas, est-ce que toi tu veux te présenter un peu aux auditeurs ? Alors moi je m'appelle Johanna, j'ai 26 ans et effectivement j'ai un fils depuis pas très longtemps. Donc je me suis lancée il y a bien plus longtemps que octobre 2021, juste j'ai changé de nom, etc. Parce que pendant mon congé maternité, j'ai vraiment bien réfléchi à ce que je voulais faire de ma friperie. Donc avant ça s'appelait La Caverne Vintage et maintenant Ayoun Store. Et donc j'ai un petit peu archivé toutes les anciennes publications pour repartir sur de bonnes bases et repartir sur vraiment quelque chose de nouveau et qui me plaît vraiment. Parce que j'ai commencé en 2018 et donc j'avais pas vraiment réfléchi à ce que je voulais faire. Je me suis un peu lancée comme ça. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de bien faire ce que je voulais, de reprendre mon identité visuelle, de reprendre bien ma stratégie de com, le marketing, etc. et de faire vraiment ce que je voulais. Et voilà. Ok. Et c'est vrai que je me définis beaucoup par ma boutique. Je ne suis pas que ça, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup. Forcément, quand on a un projet, c'est un gros bébé. Oui. Et je comprends que des fois, tu manges ton projet, tu vis ton projet, tu dors ton projet. Surtout, là, comme tu dis, tu l'as rénové, t'as fait une réouverture, ça a changé de nom. Donc finalement, c'est tout nouveau et c'est toute ta vie en ce moment. J'ai l'impression de recommencer, en fait. J'ai l'impression de refaire un nouveau projet. Ça reste toujours de la friperie, ça reste un peu toujours la même chose. Mais lorsqu'on reprend tout de A à Z, surtout refaire le marketing, l'identité visuelle, etc., je pense que depuis, je dirais, octobre 2022, là, j'ai l'impression de recommencer. Et même, j'ai voulu aussi un petit peu level up la sélection. Surtout de vouloir chiner du luxe, ça change la donne. C'est plus du tout la même façon de chiner, c'est plus le même temps, c'est plus les mêmes marges, c'est plus la même chose. Ok. Et justement, tu dis que la première fois et la deuxième finalement, parce que c'est une réouverture, sont très différentes. La première fois, comment ça s'est passé quand tu as voulu ouvrir ton small business ? Alors, le magasin ou le small business tout court ? Tout court, je ne sais pas s'il y a eu une activité avant, ça j'avoue, je l'ai pas vu. Avant, j'ai commencé, mais vraiment comme ça. C'était uniquement des ventes dans des boutiques, dans des cafés, des pop-up stores, les marchés. Ensuite, j'ai fait beaucoup de salons vintage. Après, je vendais sur Instagram. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites internet. Je vendais sur Vinted. Je vendais un peu partout où on pouvait vendre. Mais j'avais pas de boutique physique et c'était pas prévu. Initialement, c'était pas prévu. Ouais, c'est ça ma question, j'allais dire. Mais du coup, t'étais dématérialisée, en fait. T'étais purement en ligne et tu cherchais à pouvoir venir faire du physique sans avoir ton local. Exactement. Et c'est ce que j'aimais. Et je ne voulais pas avoir de local parce que j'avais l'impression que ça allait
déjà m'empêcher me restreindre dans le chinage, donc parce que je pourrais pas bouger aussi loin que ce que je bougeais avant. Et surtout, moi, ma liberté, c'est quand même assez important pour moi. Et d'avoir des horaires dans une boutique, etc., c'était quelque chose qui me dérangeait. Mais après, comme pour tout, je réfléchis rarement. Enfin, je réfléchis quand même, mais j'aime bien me fier beaucoup à mon intuition. Et là, le magasin, je l'ai trouvé vraiment comme ça. Et donc, je l'ai pris comme ça. Et ça s'est fait en 1 semaine. Et je l'ai senti, je l'ai fait. Et au final, ça fait 2 ans que je l'ai et je suis très contente. Ok, donc c'était vraiment pas prévu. Non, c'était pas prévu, j'en avais pas envie. Ça peut être rassurant un peu pour les gens peut-être qui pensent à ouvrir une entreprise et qui savent pas s'ils veulent la matérialiser ou pas, donc être purement digital ou pas. Et je trouve ça rassurant de voir que c'est pas que t'étais pas sûre, mais que c'était spontané, que t'étais en mode ok, vas-y, j'ai l'occasion, je prends. Alors que toi-même, tu tenais à ta liberté, donc ça peut être rassurant pour moi. Typiquement, je suis très comme ça aussi. Genre, devenir auto-entrepreneur, dans notre tête, je pense que c'est aussi genre avoir un max de liberté. Et d'un coup, tu te retrouves à te redonner tout seul des horaires. C'est un peu particulier. C'est ça, j'avais peur de me retrouver à être avoir le même statut qu'un salarié, mais sans être salarié. Donc en fait, d'être mon propre patron, je me suis dit autant prendre un CDI, être salarié et ça sera plus facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout obligé d'avoir une boutique. Et même, je pense que si je lance un autre business un jour, j'espère, et ben je prendrai pas de boutique. Un Instagram, un TikTok et un site internet, ça peut rouler. Hein. Il n'y a pas besoin d'une boutique. Et est-ce que, parce que tu as l'air hyper active dans l'auto-entrepreneuriat, et comme tu dis, tu as envie peut-être de continuer sur d'autres choses après et sous d'autres formes, est-ce que toi, tu viens d'un milieu favorable à l'auto-entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose qui est familial? Est-ce que t'as toujours été entouré de gens qui montaient leur business? Alors, je pourrais pas dire que j'ai pas baigné là-dedans. Effectivement, chez nous, il y a un peu tout le monde qui est entrepreneur, qui est vraiment là-dedans, qui est dans le fait de se bouger. Donc, c'était pas du tout un problème. Même par exemple, vu que j'ai commencé quand j'étais étudiante, aller voir mes parents et leur dire je veux monter un business, etc., ça leur a pas du tout fait peur. Ils étaient même hyper motivés, ils étaient là avec moi. Il faut faire un business plan, il faut faire ça, on devrait aller à la banque pour voir ça, et calculer les marges, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est possible, est-ce que ça c'est pas possible, ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée. Et ça, effectivement, que avoir un terrain favorable à l'entrepreneuriat et avoir une bonne éducation financière, c'est quand même un avantage que j'ai eu. Donc même si j'ai pas fait d'école de commerce ou que j'ai rien fait à ce niveau-là, avoir mes parents qui, eux, ont une bonne éducation financière, oui, ça m'a aidé. Oui, donc finalement, tu t'es quand même sentie accompagnée et en plus, t'avais sûrement un sentiment de confiance de la part de tes proches parce que comme tu dis, ça les a pas choqués. Ils ont pas commencé à te dire que t'étais inconsciente ou que ça n'allait jamais marcher. Ils avaient vraiment déjà cette culture-là en fait. Alors, tout le contraire. Ils étaient plus enchantés que moi. C'est génial, ça fait trop plaisir. C'est bien les parents qui nous poussent à faire des choses. On a de la chance. On a vraiment de la chance. Et je me demandais, t'es jeune et t'es une femme, et c'est quelque chose qui compte beaucoup dans le travail, notamment quand tu n'es pas ton propre patron, mais je me dis que peut-être finalement qu'en l'étant, ça peut être compliqué d'être prise au sérieux par notamment les banques ou les propriétaires, ton local. Est-ce que ça a fait pencher la balance ou pas ? Alors je pense que justement, étant donné que ma propriétaire est une femme, elle a beaucoup aimé ce côté-là, jeune femme, entrepreneuse, qui essaie de faire plein de choses. Et puis elle aimait bien le fait que ce soit un projet éco-responsable et qu'avant, dans la boutique, il y avait un dépôt-vente. Donc elle avait l'impression que c'était un peu le même style d'entreprise, que ça allait être un peu la même chose. Et comme ça s'était bien passé pendant 50 ans avec la dame, elle s'est dit que ça allait bien se passer aussi et qu'elle tenait à ce qu'il y ait quand même quelque chose d'éco-responsable, pas n'importe quoi dans son local. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été problématique. Après, sur d'autres plans, oui, j'ai trouvé parfois qu'être une femme, ça pouvait être problématique. Est-ce que peut-être tu as des exemples, si tu veux en parler ? Par exemple, en discutant avec des grossistes, il y a beaucoup d'hommes où... Ouais, c'est surtout avec les grossistes quand même. Je trouve qu'en fait, quand on est une femme et qu'on vient parler d'argent, surtout quand on est jeune, on ne nous prend pas vraiment au sérieux parfois. Mais après, moi, je me démonte pas. Je me dis, dans tous les cas, il me faut ça pour aller à l'étape supérieure, je vais le faire. Point barre. Je veux même pas réfléchir à commencer à me dire et si, et ça, et qu'est-ce qu'un tel va penser, ou quoi que ce soit. Moi, je dois aller là, je fais ça. Tu vas chercher. Point barre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette mentalité. Et donc, est-ce que tu t'es formée concrètement ou est-ce que ça a été au fur et à mesure ? Parce que j'ose imaginer que quand tu commences à vendre d'abord sur les plateformes, en faisant des braderies, en allant mettre tes stands chez un tel, tu finis par
acquérir des qualités au fur et à mesure et finalement, on va peut-être pas avoir besoin de te former directement. T'as fait comment, toi? Alors, pour le côté entrepreneuriat, déjà, moi, j'avais mon père. Et il est directeur commercial et il adore l'entrepreneuriat. Donc, sincèrement, je pense que aller voir mon père, c'est une bien meilleure idée que 10 ans dans une école de commerce. Et ensuite, j'ai été dans un incubateur de start-up pour étudiants entrepreneurs qui s'appelle Pépite, à Montpellier. Et ça m'a vraiment aidé aussi quand j'ai compris qu'il fallait faire des études de marché, des business plans. Quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, ok, heureusement que je suis là. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, ça. Et comment on rentre dans un incubateur comme ça? Je les avais contactés et il fallait faire un petit dossier pour présenter son projet, les étapes auxquelles on était. On pouvait même avoir rien du tout, mais juste avoir une idée et vouloir se lancer. Et après, il y avait un petit entretien, etc. Et il y avait des ateliers, des cours, des conférences. Ok, c'est génial. Ouais, c'est vraiment Typiquement, bien. Je connaissais pas, tu vois. Ah non, ça c'est vraiment, vraiment bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça peut être très, très intéressant pour ceux qui veulent potentiellement se former. Est-ce que tu peux redire le nom de l'entreprise? Ça s'appelle Pépite. Ok, c'est basé à Montpellier. À Montpellier. Et moi, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'était surtout les ateliers, pitcher son projet en 3 minutes. Ça peut paraître un atelier hyper facile, alors qu'en réalité, c'est hyper dur. Parce que pour pitcher son projet en 3 minutes, faut que ton projet il soit carré et que tu saches vraiment de quoi tu parles, à qui tu t'adresses, que ta cible elle soit vraiment définie. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur que ce qui paraît. Et vraiment, c'est 3 minutes. Tu fais pas 1 minute, tu fais pas 5 minutes. Tu fais 3 minutes. Ouais, je suis en train de me rendre compte que c'est super dur de pitcher rapidement. Il faut vraiment avoir poussé ton idée jusqu'au bout et moi typiquement c'est pas encore le cas pour mes projets et quand je dois en parler et qu'on me dit ouais en quelques lignes et je suis en mode comment ça quelques lignes et que le projet il est pas carré. C'est ça exactement parce que c'est encore un début tu vois et en effet c'est un exercice qui est très difficile et quand t'as commencé est-ce que tu t'es fixé des objectifs un petit peu? Alors moi j'essaie d'être organisée quand même et je pense que c'est vraiment la clé quand on a son propre projet d'être organisé. Donc oui évidemment je me mettais des objectifs à la journée, à court terme, moyen terme, long terme. Et il y a des gens à qui ça fait peur d'avoir des objectifs à long terme. Pourquoi ? Simplement parce qu'on se dit mais c'est hyper irréalisable, c'est hyper loin, je vais jamais y arriver. Personnellement, ça m'aidait énormément de rêver en fait et de me dire un jour j'aurai ça. Mais même si ça arrive jamais, ça m'aidait de voir ça. Mais je pense qu'il faut pas faire que ça. Il faut vraiment faire plein de petits objectifs réalisables par jour. Et pas se mettre des trop gros objectifs. Et petit à petit, on va monter jusqu'à ces objectifs à long terme. Il y a des études qui prouvent ça justement, qu'il faut vraiment y aller doucement et crescendo, mais que en effet, se fixer des objectifs irréalistes régulièrement, typiquement tous les ans ou tous les trimestres, ça dépend à quel rythme t'avances, de se fixer un objectif qui est réalisable, mais qui te plaît, qui est genre incroyable, en mode vraiment ton goal ultime, c'est quoi? Et tu te le fixes, et juste de temps en temps tu le vois écrit et t'es en mode ah ouais quand même ce serait cool. Et je trouve que ça aide vraiment à avancer et c'est conseillé par plein de gens qu'on réussit. Après je prône pas les discours des traders qui te disent que tu vas avoir des millions d'euros si tu suis leur formation, tu vois, c'est pas ça l'idée. Mais des grands objectifs de temps en temps, ça peut vraiment faire du bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet de personal shopping? Alors ça, c'est une idée que j'ai eue, étant donné que j'ai mon fils avec moi maintenant et que je ne veux pas le mettre chez une nounou ou une crèche. Donc je me suis dit que ça serait peut-être le moment de lancer cette idée que j'avais dans la tête depuis un petit moment. Donc en fait, ce que je voudrais faire, étant donné que je le fais un petit peu avec les clients qui me demandent, voilà, on peut me dire, moi je cherche des pantalons Versace, moi je cherche des Santiago, etc. Donc je vais noter et je vais mettre le Instagram de la personne. Et si je trouve, j'envoie directement les photos et les gens ils sont contents parce qu'ils ont exactement ce qu'ils cherchent et que je sais ô combien c'est difficile de chiner avec une idée précise et ça devient même décourageant. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire des showrooms. Donc je me suis dit que 1 heure, ça me semblait être bien, ni trop ni pas assez. Donc en amont, la personne remplit un petit questionnaire avec un mood board, sa taille, ce qu'elle recherche en ce moment, son style, ses couleurs favorites, etc. Bref, tout un petit questionnaire complet sur ce qu'elle voudrait. Et aussi, très important, avec son budget. Donc par exemple, la personne peut me dire, moi, je peux pas mettre 50 € dans une pièce, c'est beaucoup trop pour moi, ce que je comprends totalement. Donc je vais chiner que des pièces que je vais pouvoir lui proposer à 10, 15, 20 € par exemple, si ça est son budget. Et à ce moment-là, elle vient à la boutique et j'aurais préparé un portant entre, je pense, 20 et 40 pièces avec
une sélection faite sur mesure pour elle en fonction de ce questionnaire qu'elle aura rempli au préalable. Et donc, il y aura tout un accompagnement sur pourquoi j'ai choisi ces pièces, conseils de comment les porter, etc. Et donc, ça permet aux gens qui, comme toi, ont pas envie d'aller chiner parce qu'ils savent pas par où commencer, de chiner directement, mais une sélection. Après, les gens ne sont pas obligés d'acheter exactement tout ce que j'ai mis dans la sélection. Mais au moins, il y a une sélection en fonction de ce que tu veux. Parce que c'est aussi très compliqué en friperie d'arriver avec une idée précise. Et je vois que des gens ont une idée de ce qu'ils veulent en ce moment. Je me suis dit que ça pouvait être une super bonne idée. Complètement. Je fais complètement partie de ces gens-là et j'ai trouvé l'idée vraiment incroyable dans le sens où en France, j'ai jamais entendu parler de ça. Je dis pas que t'es la première à le faire, mais t'es la première que je rencontre. Je sais pas, mais moi, j'ai pas cherché si ça existait ou si ça existait pas. Je me suis juste dit, moi, j'aimerais bien ça. Mais c'est ça, l'idée, elle est spontanée, elle est trop cool. Et je trouve ça génial de pouvoir adapter justement ce que tu proposes, tes pièces, à différents budgets déjà. Ça fait plaisir parce que t'es une friperie relativement haut de gamme où on trouve des très belles pièces, des très belles marques, haut de gamme ou luxe. Et que c'est tout à fait normal que tes prix soient hauts, mais que des fois, il y a aussi cette team de j'ai pas les thunes, j'ai envie de bien m'habiller. Quand je dis bien, c'est aussi des pièces qualitatives. Moi, je commence à rentrer dans une phase où j'ai envie d'avoir des coutures qui tiennent, d'avoir des beaux matériaux, d'avoir de la présence quand je porte quelque chose. Et ça m'a pas dérangé de porter du H&M et du Zara, même si c'est pas du tout écolo, on s'entend. Mais j'étais plus jeune, j'avais pas de budget, j'ai commandé plein de fois sur Shein, j'avoue. Mais merci. Mais bref, tout ça pour dire que les petits budgets seront très contents de pouvoir tomber sur ta boutique. Je trouve ça génial. On va pouvoir passer au conseil de rookie. Parce que on est jeune et on n'est peut-être pas les plus expérimentés, mais je trouve que quand on entreprend, on apprend énormément et très très vite. Et je pense qu'on est peut-être bien placé des fois pour donner des conseils aux plus jeunes ou alors à des gens qui ont envie de se lancer, qui ont envie peut-être de changer de voie, de lancer leur petit business. Donc ma question, ce serait quels sont tes à faire et à ne pas faire quand on veut lancer son business? Alors je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est de trop vouloir rationaliser. Donc par exemple, faire des business plans, c'est bien, mais faire un business plan pendant 2 ans, c'est mal. Donc ça, je pense que c'est à pas faire. Et ce que je dirais de faire, c'est par contre de vraiment avoir une bonne organisation et d'être carré sur ses démarches administratives, d'avoir tous ses papiers bien rangés, et de payer tout ce qu'il y a à payer à temps. Non, mais c'est vrai que ça, c'est des conseils qu'on donne pas en général. En général, c'est se lancer, être motivé. Non, franchement, l'organisation, je pense que c'est vraiment le plus important quand on veut commencer. Vous entendez ceux qui ont la phobie de l'administration? Ah oui, mais il faut arrêter. Ah non, vraiment. Mais quitte à payer quelqu'un pour le faire. Ah oui, ça aussi. Ne pas avoir peur d'investir dans son projet. Par exemple, on va se dire ça, je peux le faire moi-même. Mais la plupart des gens, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit j'adore faire les papiers, j'adore aller sur l'URSSAF. Ça existe pas, franchement, sinon je veux bien les rencontrer. Mais de déléguer ça, et donc de payer, c'est quand même un investissement aussi dans son entreprise. Et ça, je pense que ça fait partie des bons investissements. C'est très intéressant et c'est pas... tu vois, typiquement, c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé, et ça tombe bien parce que je suis pas du tout une spécialiste en business. J'apprends petit à petit, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné envie de créer ton business, ta boutique, pour pas me répéter trop, mais au moment où tu t'es lancé, c'est, j'imagine, un peu grâce à ton père ou à ta famille. J'allais dire, je vais encore dire mon père. Mais vas-y. Ah mais oui, non mais clairement, c'est mon père qui m'a donné envie. Et parce qu'ils avaient avec mon grand-père, dans les années 80, une marque de vêtements pour enfants, bébés, Made in France, donc ils faisaient produire eux-mêmes leurs vêtements. Et c'est vrai que quand je les entendais raconter tout ce qu'ils avaient fait, après ils ont eu des magasins où ils vendaient des bijoux qu'ils fabriquaient eux-mêmes, etc. Et c'est vrai que les entendre et de voir leurs étoiles plein les yeux, tout ce qu'ils ont fait et comment ils en étaient fiers, ça m'a vraiment donné envie moi aussi de me lancer et de faire quelque chose par moi-même. C'est des gens passionnés. Oui, et je pense que cette passion-là, elle se transmet. Et qu'est-ce que tu dirais justement à toi du début de ta carrière? C'est une bonne question. Je lui dirais... Lâche pas. Ok, ça va être dur, mais il faut pas lâcher. Non, vraiment, c'est vraiment de pas lâcher. Faut vraiment s'attendre à ce que des fois ça paraît bateau, mais on a vraiment souvent envie de lâcher. Ouais, j'imagine. J'ai vu des gens fatigués de monter un projet, surtout qu'en France, c'est pas forcément toujours facile, surtout quand tu veux être dans les règles. Ce qui est logique de base, c'est plus simple finalement d'être dans les règles.
Mais en fait, non. Quand tu montes ton projet, c'est très très compliqué. Et notamment ma mère, elle a tellement galéré et elle a pas lâché. Et maintenant, elle a son entreprise. Mais c'était tellement dur. Enfin, ouais. Du coup, j'entends le conseil. Oui. Ou même quitte à se réinventer, de transformer son business pour qu'il s'adapte plus à notre nouvelle situation, etc. Mais de pas lâcher. Si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et que notre santé mentale, elle est pas impactée par ce qu'on fait, hein, évidemment. Et ben, on va partir sur la rubrique du Parlons Cash. On va parler d'argent. J'aime beaucoup. Je crois que je sentais que c'était ta rubrique préférée, ça. Mais j'aime beaucoup parce que ça me frustre de pas avoir eu les réponses que je cherchais. Donc, cette rubrique, elle me plaît trop pour ça. Pour commencer par la base, j'aimerais savoir comment toi, tu décrirais ton éducation financière. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Quand j'avais 8 ans, si je disais à mon père, j'ai envie d'avoir un parc d'attractions, il me prenait au sérieux. On montait le plan pour avoir un parc d'attractions. C'est excellent. C'est un autre délire. Moi, je lisais beaucoup. Bon, là, ça va faire un peu gourou d'Instagram, mais c'est vrai que genre, Père riche, Père pauvre, ce livre, je l'ai lu, je l'ai relu, mais maintes et maintes fois. Bon, il y a plein de choses avec lesquelles j'étais pas tellement d'accord parce que, bon, il part du principe, enfin, son père pauvre est pas si pauvre que ça, mais bon, c'est un autre débat. Même quand il part de zéro, c'est pas le même zéro que nous, en réalité. C'est quand même super intéressant tout ce qu'il dit dans ce livre. Et que, en fait, je me suis toujours dit que l'argent, c'était bien, mais que si je dépensais tout, en soi, ça allait me faire des plaisirs immédiats, mais à long terme, ça allait rien m'apporter d'intéressant. En vrai, ça m'arrivait parfois de me dire, ok, je peux m'acheter cette paire de chaussures à 500 €. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment utile? Donc dès le plus jeune âge, j'avais plein de petites boîtes chez moi. Et dès que j'avais un petit peu d'argent, ne serait-ce qu'on me donnait pour mon anniversaire 50 €, je mettais 10 € dans la boîte voyage, 10 € dans la boîte épargne, 10 € dans business, 20 € pour profiter. Et s'il y avait plus d'argent dans la boîte profiter, je ne prends pas dans les autres boîtes. Ouais, donc t'es quand même très organisée de base finalement. Enfin, en tout cas, t'avais ce mélange de rationalité et de rêve, mais du coup, ton rêve était motivant pour être rationnel jusqu'au rêve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parce qu'en fait, le problème, en fait, à chaque fois que je parle avec des gens de leur projet, ils ont plein d'idées, mais en fait, à chaque fois, c'est le même problème, c'est « mais j'ai pas d'argent à mettre dans mon projet ». Alors qu'en réalité, si on traque leurs dépenses, on se rend compte très vite qu'il y avait facilement 200-300 € par mois à investir dans le projet. Donc en fait, je me dis, est-ce que vraiment t'es motivé à investir dans ton projet? Je me sens un peu visée. Non, mais c'est vrai, alors que si tout est cadré à ce niveau-là, avant d'investir, il faut déjà que son compte en banque, qu'on sache où on met son argent et que son compte en banque soit carré. Et en réalité, on a toujours pour investir. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 000 € pour lancer un projet. Parce que j'avais pas 50 000 € pour lancer mon projet. Franchement, c'est trop inspirant parce que j'aime bien le fait que t'aies pas eu forcément des milliers et des cents pour commencer, mais que par contre, t'avais pas cette excuse en fait. On arrive bientôt à la fin du podcast, on va finir sur une dernière question. Au niveau de ta propre rémunération, au bout de combien de temps t'as pu te rémunérer? Alors, ça peut faire rêver, mais en réalité, je me suis rémunérée directement. Alors certes, c'est pas un SMIC par mois, mais j'ai toujours tenu à me rémunérer, ne serait-ce que par exemple 200 €, mais de me dire, voilà, je me paye, et ça me permettait de voir directement le fruit de mes efforts et de me motiver. Alors ça aurait pu être tentant de tout prendre, parce qu'il y avait plus de bénéfices que ce que je me prenais. Mais je me disais, non, ça me suffit, je prends ça, ou je me paye, par exemple, je me paye tous les mois quelque chose avec l'argent de ma boutique en plus. Bon, maintenant, je me rémunère un vrai salaire, mais avant, je me payais ne serait-ce qu'un massage, ne serait-ce que un petit cadeau pour me dire, voilà, bravo, t'as avancé, maintenant tu peux. Mais le reste, je le réinvestissais. En fait, je réinvestis quand même plus que ce que je mets pour moi. Je prends un peu le nécessaire pour vivre. Tu te mettais une carotte pour pouvoir faire avancer ton entreprise. Exactement, c'est vraiment plus ça. C'est se récompenser pour savoir que quand tu quand tu fais avancer ton entreprise, là, tu peux te récompenser et du coup, c'est un cercle vertueux. Exactement. Et par contre, je pense qu'il faut pas tout réinvestir et ne rien... Après, bon, je dis il faut pas, mais pas du tout obligé de faire comme ça. Hein. Mais de tout réinvestir et toi, de pas prendre un petit quelque chose, ça peut un peu perdre... Enfin, on peut se dire c'est long et c'est difficile. Bah écoute, sur ce, je te remercie infiniment d'avoir été là. C'était un plaisir de pouvoir parler tout ça avec toi. Je sens qu'on pourrait en parler encore des heures. Oui. Mais on va s'arrêter là. Quant aux auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.
Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Johanna et Yuna. Bisous, ciao.